Bonjour et bienvenue dans votre émission Mandarin TV Débat. Ce qui se passe en Ukraine a suscité de très nombreuses réactions dans le monde entier. Récemment, nous avons pu recueillir quelques réactions auprès d'expatriés français en Chine. Nous leur avons posé 3 questions. Première question, comment vous informez-vous sur l'offensive russe en Ukraine depuis la Chine? Alors, en général, je regarde sur le Guardian au Royaume-Uni. Sinon, aussi un peu sur les réseaux sociaux chinois. Moi, j'utilise en fait les médias français pour mon information et j'écoute régulièrement France Culture, en l'occurrence les matins de 7h à 9h donc il y a les nouvelles et il y a souvent des invités au matin et forcément qui débattent de l'actualité. Et au niveau des images, vous les trouvez où? Alors là, c'est assez amusant. Les images, je les vois plutôt à midi, en fait, à la cantine de mon travail. Je regarde CCTV 13 particulièrement. Et quand j'arrive entre 11h55 et 12h30, j'ai les informations. Et donc, il y a une diffusion de la guerre, des bombardements, des missiles qui sont envoyés. Alors je comprends pas parce que je ne parle pas couramment le chinois, mais je vois bien que c'est de la guerre dont on parle et puis ça parle slave derrière et c'est traduit. Sur internet avec le VPN et puis on a les informations au quotidien. J'écoute souvent la radio, je regarde souvent les journaux français pour ne pas les citer, mais je m'informe tous les jours et sans aucun souci. Les images vous ont particulièrement choqué? Bien évidemment, je connais particulièrement ces 2 pays, la Russie et l'Ukraine. J'ai vécu dans ces 2 pays pour travailler. Et c'est dommage, et c'est dommage que ces 2 pays sont en guerre parce que ce sont des gens merveilleux, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Russie. Ce qui se passe actuellement, c'est vraiment dommage. J'ai pitié pour eux, j'ai pitié pour la Russie, pour l'Ukraine. J'ai pitié aussi pour la Russie parce que le peuple russe, à mon avis, ils sont pas pour cette guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est plus notre sort. Alors, comment nous nous informons sur cette guerre russo-ukrainienne? C'est très facile. En Chine, malgré les clichés véhiculés par la presse et les médias, nous avons la possibilité d'obtenir toutes les chaînes internationales par le câble, en accès payant ou alors via les satellites. On a CNN, Fox, moi j'ai également une application sur mon téléphone mobile qui s'appelle IPTV et où j'ai 11 000 chaînes mondiales. 11 000, c'est pas une ou deux. Donc j'ai la possibilité de m'informer, de prendre comme tout citoyen libre dans le monde les informations qui me sont nécessaires à la compréhension des faces du cube. On dit toujours qu'un cube a 6 faces, et pour comprendre le conflit qui se passe en Ukraine à l'heure actuelle, il faut voir effectivement les 6 faces du cube, et non pas avoir une seule vision qu'on voudrait nous imposer, parce que effectivement c'est ce qu'on impose à l'heure actuelle à l'Europe, en brimant des canaux de diffusion autres que les chaînes et les médias mainstream. Donc on a une aberration par rapport à nos constitutions, on a une aberration par rapport à nos droits de la liberté de la presse, de la liberté de la parole, où on a bloqué exactement la voix différente des médias mainstream. Donc on bloque RT, on bloque Sputnik, on bloque les chaînes, et on veut surtout pas que le citoyen s'informe, le citoyen prenne connaissance d'autres versions que la version qu'on voudrait lui faire comprendre. Donc pour moi, ça c'est une atteinte à la liberté qui est terrible. Et comme je vous disais auparavant, nous ici en Chine, on a quand même, malgré ce qu'on peut croire, on a encore la possibilité de s'informer et de s'informer sur toutes les visions du monde. Pour moi, c'est la première chose dans un conflit, c'est d'essayer de comprendre, d'essayer de voir
et de ne pas être comme les 3 petits singes, à savoir ne pas voir, ne pas entendre et ne pas parler. Donc nous n'avons pas encore cette vision, et heureusement d'ailleurs. D'autre part, en dehors de l'information des médias télévisés, nous avons beaucoup de réseaux sociaux ici qui sont disponibles. Tout d'abord, bien sûr, le premier réseau social qui est WeChat, mais également ensuite nous avons accès avec l'utilisation d'un VPN, nous avons accès à tous les réseaux sociaux mondiaux. Donc ici, nous avons des groupes de débat sur la question ukrainienne, notamment dans des groupes politiques. On a des groupes politiques sur WeChat dans lesquels nous débattons chaque jour de la question ukrainienne, nous débattons des problèmes de la Chine, des problèmes du monde et sans aucune limitation. Donc les clichés qui sont véhiculés bien souvent en Occident sont pas forcément. Alors la seule contrainte que nous avons effectivement sur ces groupes, c'est de ne pas entrer en ingérence dans la politique chinoise. C'est-à-dire que vous n'avez pas de leçons à donner au gouvernement, il sait ce qu'il a à faire, les gens sont des gens capables, et on n'explique pas aux gens comment il faut faire la politique. On n'est pas en France où on a 66 millions de présidents. Donc c'est ça, l'information en Chine est libre, à partir du moment où effectivement on a les moyens d'avoir un VPN. Mais ensuite, ce que la Chine ne veut pas, c'est que soit on travestisse des vérités, soit on n'accepte pas en fait de voir les réseaux sociaux comme une politique d'information et non pas de propagande. Donc c'est toute la différence. On croit toujours qu'il y a une propagande terrible ici. Moi je la vis pas du tout comme ça. On a des informations, le gouvernement communique sur ce qu'il fait, le gouvernement communique sur les décisions qu'il prend, et les citoyens respectent les décisions de leur gouvernement, ce qu'on voit plus en Europe parce que chacun veut être président. Donc ça c'est un peu la différence, et donc notre information est complètement transparente sur le conflit. Et moi, j'ai accès tous les jours aux réseaux sociaux Telegram, par exemple, où on peut avoir toutes les nouvelles en provenance de Russie. Et on voit justement qu'il y a des tas de manipulations qui sont faites par les médias occidentaux. On voit des vérités que certainement les gouvernements occidentaux veulent cacher à leurs citoyens. Et ça, c'est grave. C'est un réflexe d'expatrié, je pense, d'essayer de se renseigner, de lire, d'écouter des médias très hétéroclites, que ce soit d'un point de vue local ou plus international. Personnellement, évidemment, mon réflexe, c'est de lire l'AFP en premier. Et à côté de ça, bien, je regarde aussi les médias locaux tels que The Beijinger, CCTV, le Courrier international, de Reuters aussi de temps en temps. Et en fait, c'est intéressant de voir que y a toujours ce prisme en fonction des pays, en fonction des cultures, en fonction de la politique. Évidemment, je suis aussi personnellement les médias français, puisque l'actualité politique en France est très intense avec les élections qui arrivent. Donc, je suis assez hétéroclite encore. J'ai tendance à écouter les débats sur CNews. Et puis à côté de ça, j'écoute France Info. Voilà, tout ce genre de médias qui sont de gauche, de droite, peu importe. Mais au final, ça permet d'avoir une opinion la plus objective, même si c'est jamais possible. Alors, de Chine, c'est vrai que beaucoup de gens regardent les infos en France, en français bien sûr, mais aussi dans d'autres chaînes. Alors, c'est vrai que la Chine, on peut regarder les infos en chinois, on peut regarder des infos en russe aussi. Donc, on a aussi l'autre côté du miroir, ce qui, je pense, est intéressant pour les gens qui ont l'occasion d'avoir d'autres informations et non pas de se focaliser que sur une seule information. Donc, c'est vrai que ça, je pense que c'est un avantage énorme actuellement. Deuxième question.
À titre personnel, que pensez-vous de la guerre en Ukraine? Alors, pour moi, ça me fait vraiment mal au cœur de voir cette offensive russe et voir tellement d'Ukrainiens qui sont vraiment, qui sont blessés, qui sont morts, et ça me fait vraiment mal au cœur. Mais c'est vrai que je comprends pas pourquoi la Russie a fait ça, parce qu'en plus, quand même, beaucoup de Russes sont contre, et il n'y a aucun sens économiquement, au court terme et aussi dans le long terme. Tout le monde est contre ça. Ils ont plus d'ennemis maintenant que d'amis. Et voilà, j'espère que cette guerre, elle finisse aussi rapidement que possible. Moi, je crois que je ne vais pas être très originale parce que je pense qu'on est tous scandalisés. J'ai envie de dire 2022, l'Europe fait la guerre. Et donc je suis très choquée. J'avais l'impression que la guerre c'était maintenant en 2022 pour des petits groupes extrémistes, des bandes qui traînent et qui font des horreurs partout, et que c'était pas pour des grands pays, c'était pas pour une civilisation, voilà, puisqu'on en parle, on diffuse nos valeurs, on dit que c'est très important, et la Russie qui fait la guerre. C'est quand même un grand pays avec une grande culture, avec des auteurs, avec une poésie, avec de la peinture. Comment est-ce que tout ça peut s'évanouir et on peut s'attaquer entre frères, voilà, entre frères de culture? Quelles images vous ont le plus choqué? Alors c'est moins des images que plutôt, puisque j'écoute la radio, c'est cette histoire de charnier. En fait, le mot charnier, c'est un mot qui me terrorise et qui m'envoie dans les abîmes de l'horreur de l'humanité, d'Homo sapiens. Comment est-ce que Homo sapiens peut faire ça à Homo sapiens? Mon opinion personnelle, c'est un peu difficile parce que j'ai du mal à cerner. J'ai du mal à cerner la position des Russes et du mal à cerner la position des Ukrainiens. Mais je sais qu'il y avait des conflits à l'époque. Je me souviens à l'époque, on ne voulait pas parler russe, par exemple, dans des villes comme Kiev, comme Kramatorsk, comme Donetsk, les villes où j'ai vécu. Et ils parlaient leur langue à eux. C'était un peu différent du russe. Je pourrais pas vous répondre. Je suis pas premièrement à la hauteur de vous répondre, parce que c'est vraiment un conflit qui est incompréhensible. Voilà. En fait, je suis très partagé sur cette guerre. Tout d'abord, il faut se rappeler l'histoire du coup d'État de 2014, rappeler qui était derrière le coup d'État et pourquoi les forces étrangères ont voulu changer le régime de Kiev. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est effectivement la légitimité de Vladimir Poutine dans cette crise. Effectivement, on peut, en termes de droit, réfuter l'argument de Vladimir Poutine. Mais avait-il une solution différente quand, à ses portes, il a des menaces nucléaires, il a des menaces d'armes qui seront pointées vers lui, et alors que des engagements avaient été pris lors des accords de Budapest pour que la prolifération d'armes nucléaires autour de la Russie s'arrête. Donc ça, c'est la première question. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit des apprentis sorciers jetant de l'huile sur le feu, donnant de plus en plus d'armes et vendant le plus d'armes possible. Donc effectivement, les gens vendent des armes et font que le conflit ne s'arrête pas, mais au contraire, on met de l'huile sur le feu pour qu'il continue. Au lieu de contraindre les belligérants à se mettre autour de la table, de tout faire pour arrêter ce massacre et ces bombardements. Car il faut se rappeler quand même que depuis 8 ans, les bombardements existent. Depuis 8 ans, des civils sont massacrés. Depuis 8 ans, des hommes, des femmes, des enfants sont massacrés. Et qui à ce moment se levait, et la vie d'un Ukrainien du Donbass vaut-elle plus cher ou moins cher
que celle d'un Ukrainien de Kiev maintenant. Donc on doit se poser les questions, et les vraies bonnes questions. Je crois que c'est le plus important dans ce conflit, que les gens se mettent autour d'une table, qu'ils le plus rapidement possible, afin d'éviter la surenchère et d'éviter que de milliers de civils meurent chaque jour. C'est vraiment le rôle de nos dirigeants, et on voit tout le contraire. Donc ça me perturbe vraiment, surtout au niveau de l'Europe qui n'a rien à gagner dans cette guerre. Ensuite, il y a cette espèce d'hystérie collective anticommuniste et sa campagne de propagande massive et de diabolisation de Poutine, d'éradication de la culture millénaire russe, de ses artistes, de ses compositeurs, de ses auteurs, des chefs d'orchestre, des professeurs. C'est digne pour moi de la pire révolution culturelle où les gardes rouges maintenant chinois seraient des enfants de cœur par rapport à ce qui se passe en Europe. La folie collective allant même jusqu'à la saisie des biens, des comptes en banque, des avoirs des entreprises russes installées en Europe. Tout cela parce que vous avez un passeport russe. Allons mettre une étoile rouge aux gens de Kiev ou aux gens de Moscou. C'est n'importe quoi. On revient aux pires heures du nazisme. Donc non, je suis pas du tout d'accord pour cette diabolisation extrême par tous les moyens, et notamment ces moyens qui sont horribles sur les citoyens. Et là, on se retrouve vraiment avec des sombreurs de notre histoire européenne. Donc ça, je crois qu'il y a quand même un excès terrible, et que les gens acceptent, c'est encore pire. En fait, pour moi, le canon n'est pas la solution. Il n'est pas la solution car on n'est jamais à l'abri d'un dérapage, de la mauvaise interprétation d'une manœuvre militaire, ou encore les manipulations d'opinion telles que l'on les voit à l'heure actuelle par les médias ou les politiciens, avec des images ou des narratifs horribles, comme l'ignoble forfaiture du massacre de Boutcha, soi-disant par les forces russes, mais on se rend compte que toute cette mise en scène a été tragiquement montée par des forces qui sont actuellement dans la bataille. Donc cette manipulation est terrible, et il montre l'implication des mercenaires et des conseillers étrangers des forces ukrainiennes, et des bataillons Azov notamment. Quand on veut une guerre, on la commence et on la termine quand on peut, malheureusement. Pour le moment, j'ai plutôt la vision d'apprenti sorcier mettant le feu aux poudres dans toutes les directions, jetant de l'huile sur le feu avec des déclarations terribles, amenant et appelant des centaines de mercenaires sur le terrain, et vendant le plus d'armes possible. Est-ce la solution? Pour les intérêts de qui, pourrait-on se dire aussi, ou se poser la question? Au lieu de contraindre les belligérants à se mettre autour de la table, de tout faire pour arrêter ce massacre des innocents, je pense que c'est le rôle de l'Europe, c'est le rôle de nos pays et de nos gouvernements. Tous ces gentils garçons bardés des insignes et des tatouages, avec des croix nous rappelant les plus sombres et les plus tristes heures de notre histoire, sont armés, entraînés, financés par certaines nations de l'OTAN quand même. Une guerre, c'est toujours terrible parce qu'évidemment, on se met à la place avant tout des victimes. On voit ces civils qui perdent leur maison, qui perdent leur vie, qui sont déportés. Ces diasporas, et puis tous ces morts, ces massacres de civils qui n'ont rien demandé. C'est toujours terrible, surtout quand on est éloigné de son pays, on a aussi un sentiment d'impuissance. C'est pas très justifié en fait, mais de se dire que on peut rien faire, quoi. On peut absolument rien faire. Et ce qui est terrible aussi, c'est de voir à quel point l'humanité ne tire aucune leçon de son histoire. Comment est-ce que c'est possible en 2022 qu'une guerre qui soit aux portes de la Troisième Guerre mondiale, une guerre qui soit aussi intense, soit basée sur un seul type?
La dernière fois, c'était un moustachu, il était allemand et on était en 39, quoi. Et à quel point tout ça, c'est cyclique, en fait, dans l'histoire de l'humanité. Et on tire aucune leçon de tout ça. Bonjour, c'est vrai que bonjour Camille, bonjour les auditeurs. C'est vrai que c'est complexe ce qui se passe en Ukraine, mais c'est très très complexe à juger aussi. Disons que Vladimir Poutine avait prévenu ce qu'il voulait faire, et c'est vrai que voilà, depuis 2005, il annonçait qu'il allait peut-être taper en Ukraine si effectivement l'OTAN débordait. Donc c'est une question qui est très très complexe, et actuellement, comme on est dans le chaud des événements, je pense que c'est très difficile de juger ce qui se passe. Troisième question, la Chine reste neutre tout en prônant la voie du dialogue. Qu'en pensez-vous ? Je suis ravi, je suis vraiment très très content de cette position-là. J'avais un petit peu peur au début qu'elle allait vraiment défendre ouvertement la Russie, mais en fait elle ne fait pas du tout ça. Elle est très, elle prend un peu sa distance et elle fait attention. Et je pense que aussi le peuple ne soutient pas cette approche-là. Elle soutient la paix, elle soutient ce que le gouvernement est en train de faire ici en Chine, ce qui est de juste ne pas investir là-dedans, ne pas s'impliquer là-dedans et de promouvoir la paix dans le monde. Voilà, c'est le plus important. Ce genre de conflit n'a aucun intérêt pour le peuple. C'est complètement cinglé. C'est vraiment quelque chose qui fait mal au cœur à tout le monde ici en Chine et partout dans le monde. Alors oui, j'entends bien que ici, visiblement, la Russie a l'air d'être moins un agresseur qu'une situation. Maintenant, je parle très peu avec mes collègues chinois de ce conflit et j'avoue que j'ai pas beaucoup de point de vue de la Chine. Ce qui est sûr, c'est que en disant cela, on se retrouve dans un pays en fait qui n'est pas impliqué dans le conflit. Ce qui me rassure un peu parce que ça fait un peu troisième guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça y est, les films de science-fiction se réalisent, tout le monde va s'attaquer, on va finir Terminator, on envoie 5 bombes nucléaires et de toute façon au moins comme ça il n'y aura plus de problème de climat ni de réchauffement parce qu'il n'y aura plus personne. Donc finalement être sur ce territoire moins dans la direction des missiles on va dire, qui n'arrive pas à se positionner ou en tout cas c'est pas très clair, et bien en fait je me sens plutôt rassurée. Disons que la Chine, avec leur président, avec leur peuple, ils sont très bien en commun accord avec la Russie, ils sont pays frontaliers, il ne faut pas l'oublier. Donc ils ont beaucoup d'accords, tous ensemble. Et la Chine, s'il reste neutre actuellement, c'est peut-être qu'il y a une pression, personnellement, il y a une pression qui vient d'extérieur. Pas uniquement de l'OTAN, mais d'un pays un peu plus... un pays qui représente une autre puissance. Voilà, sans citer de nom, mais j'ai l'impression qu'on s'observe. La Russie s'observe, le président chinois s'observe, et un autre président outre-Atlantique observe aussi. Il y a des images qui vous ont particulièrement choqué? Oui, c'est celle que j'ai vue sur un quotidien. Et j'ai vu un pauvre Ukrainien sur son vélo avec le pied dans l'étrier. Et les pieds, les mains liés. Ça fait vraiment... C'est des scènes d'horreur, quoi. Qu'on pensait pas du tout connaître ça en 2022. Moi, je pense à mes... J'ai une grande famille. Je pensais pas que mes filles allaient voir ces choses-là, ces choses d'horreur que nos grands-parents ont connues. Nous, on a eu la chance de ne pas connaître ça. Et malheureusement, maintenant, on connaît ça. Comment cela va évoluer à votre avis? D'après mes dernières informations, qu'on dit bien sûr sur les sites de radio, paraîtrait-il que c'est pour le 9 mai. Le 9 mai, je me souviens à l'époque, c'était en 2005. J'avais célébré les 60 ans de la libération des nazis à Moscou. Et j'étais à Saint-Pétersbourg à cette époque-là. Et il y avait une superbe fête. Les Russes fêtaient cette date. Et à mon avis, monsieur le président Poutine voudrait arrêter ce conflit à cette date-là, le 9 mai. En se revendiquant d'une victoire? Je ne sais pas s'il y aura victoire. Je ne sais pas.
À mon niveau, je peux pas vous répondre. Si le président Poutine vous écoute, que voudriez-vous lui dire? Les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux à M. Poutine. Arrêtons le massacre. Arrêtons le massacre, Monsieur le Président. Vous êtes quelqu'un qui fait peur aux gens, qui fait peur au monde entier. S'il vous plaît, arrêtez ce massacre pour ces pauvres gens. La Chine reste neutre et prône la voie du dialogue. Sur les questions, d'ailleurs, c'est son attitude permanente. La Chine, sur les questions régionales, s'est toujours engagée à promouvoir la paix et la négociation, à jouer un rôle constructif dans la recherche de résolutions pacifiques, ou alors sans faire d'ingérence surtout, ce que l'on voit, ou à dicter aux parties ce qu'elles ont à faire. Plus encore, de les menacer de sanctions unilatérales, comme à l'heure actuelle l'Europe essaye de le faire, essaye de faire pression sur la Chine, suite au sommet du 1er avril. Et de lui faire des menaces, je trouve que c'est vraiment de l'ingérence complète dans la politique et les lignes politiques des pays. Alors effectivement, c'est une attitude sérieuse de la Chine et responsable que j'approuve vraiment, qui nous change beaucoup de toutes les pays qui se veulent être des donneurs de leçons et dont l'arrogance et l'ingérence dans la responsabilité politique ou dans les affaires intérieures des pays est complètement à l'antithèse de ce que l'on aurait pu croire aux valeurs, les valeurs de solidarité, les valeurs de soi-disant démocratie ou de liberté, qu'ils sont en général, qui sont les premiers à vouloir défendre. Et là, on voit tout le contraire. Et les décisions maintenant sont catastrophiques. Et pour moi, elles ressemblent à des dictatures. Donc, il faut être conscient de ce qui se passe. Et je crois que la Chine, avec sa volonté de ne pas interférer dans la politique des gens, de ne pas interférer dans les conflits, au lieu de les armer, au lieu d'apporter des armes, au lieu d'apporter des soutiens logistiques, comme depuis 10 ans par exemple en Ukraine, où on voit des mercenaires d'académie ou de Blackwater qui ont été entraînés, formés les bataillons Azov. Je crois que la Chine, pour l'instant, elle respecte les pays, elle respecte leurs décisions, elle respecte leur politique intérieure, et elle appelle surtout toutes les parties à se mettre autour d'une table, à ouvrir le dialogue et à trouver une solution pacifique. Donc pour moi, c'est quand même une excellente forme et une excellente preuve de neutralité qui est tout à son honneur. Alors lors du dernier appel téléphonique qu'avait eu le président Xi et le président Macron d'ailleurs, le président Xi avait rappelé que la France et l'Allemagne avaient été au centre des négociations de paix et avaient été également donc les signataires des accords de Minsk. Et les accords de Minsk n'ont jamais été appliqués. Il faut le savoir. Et qui devait promouvoir la paix à ce moment-là? C'était quand même la France, l'Allemagne. Et donc la Russie qui était également partie prenante dans la mise en place des accords de paix, a énormément critiqué. Et souvent à l'Assemblée des Nations Unies à Genève, mis en avant les débordements et les bombardements qui avaient lieu sans cesse. Donc et maintenant on voit des sanctions. Mais alors les sanctions, il faut se poser la question, les sanctions profitent à qui? Les sanctions sur le gaz par exemple. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a récemment signé un accord sur le gaz naturel liquéfié, avec des montants mais absolument gigantesques.
Et il faut savoir quand même que c'est avec les États-Unis, hein, j'entends, elle l'a fait avec le président Biden. Donc ces accords ont été négociés, mais sans que personne ne soit au courant de ces accords, sans que personne donne un aval, ou alors s'ils l'ont fait, c'est qu'il y a réellement des loups dans le contrat, parce que alors qu'elle prônait justement une décarbonisation de la planète, grâce à ces accords que nous avons signés, il faut savoir que l'empreinte carbone du gaz de schiste, non seulement par son extraction et par le transport qui va avoir lieu entre le Texas, les terminaux et l'Europe, ça va être 10 fois plus que le gaz naturel que l'on aurait pu avoir en Europe ou le gaz naturel russe. Donc je crois quand même qu'il y a de la part des dirigeants européens des attitudes qui sont vraiment très étranges. Très étranges, et c'est une question qu'il faut se poser. Rien que pour la Russie, on a imposé à l'heure actuelle, depuis le 22 février, plus de 5000 nouvelles sanctions à la Russie. Mais alors, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que vous voyez un changement? Oui, vous voyez un changement pour votre porte-monnaie. Oui, vous voyez un changement pour le prix de l'essence. Oui, vous allez voir pendant l'inflation qui va augmenter. Alors, est-ce que ça, c'est raisonnable? Je me pose la question. Je me pose vraiment la question. Donc, la Chine a agi en tant que médiateur. Elle veut absolument que les gens se mettent autour d'une table. Et je crois que c'est la meilleure solution. La meilleure solution est un dialogue. La meilleure solution est d'amener les gens sur le chemin du dialogue, et non pas en les armant tous les jours, en mettant de l'huile sur le feu, et réellement en faisant tous les jours plus de morts, plus de victimes civiles. Et ça, c'est la responsabilité de nos gouvernements européens qui arment l'Ukraine à l'heure actuelle au lieu de les mettre à la table des négociations. Donc, et d'appliquer les accords de Minsk 1 et 2 depuis longtemps. Je pense, comme dit le proverbe, chacun devrait balayer devant sa propre porte. Surtout, ne pas jeter d'huile sur le feu. Et la Chine a exhorté toutes les parties et les nations, surtout ceux qui arment et entraînent et militarisent ce conflit, de faire face à l'aspiration des pays, à leur sécurité, à leur développement et à la coopération, et d'abandonner les amalgames, l'état d'esprit de la guerre froide, et de faire plus de choses qui contribuent à la paix, à la stabilité et à la sécurité régionale. Donc voilà ma position, Camille, et j'espère que c'est exactement la position chinoise, c'est d'appeler les gens à se mettre autour de la table et de discuter au lieu de s'entretuer, et surtout de préserver la vie des civils et arrêter toutes les manipulations d'opinion avec des images qui sont glauques, terribles, et des images qui ne font pas avancer le débat, au contraire, qui ne font que... donc, y a-t-il un intérêt pour des nations à ce que le conflit s'enlise, et y a-t-il des intérêts derrière que vous, Français, vous, Européens, ne connaissez pas? Donc c'est aussi la question qu'on doit se poser. En réalité, la Chine, elle a fait mieux que de rester neutre. Au début, elle est restée neutre quelques jours, et puis une semaine après l'invasion russe en Ukraine, la Chine a envoyé 720 000 € d'aide humanitaire à l'Ukraine. Donc je pense que Xi Jinping, il a fort à tirer de cette situation, puisqu'il apparaît comme l'homme d'État sage qui évite la Troisième Guerre mondiale, hein, parce que c'est un peu ça. Si la Chine s'allie à la Russie, c'est bon, ça pète. Et il a très bien lu L'Art de la guerre de Sun Tzu, par exemple. Et maintenant, il faut voir qu'est-ce qui va en être économiquement, comment la Chine va se positionner par rapport à la Russie.
Oui, tant que la Chine reste neutre, c'est vrai que c'est la meilleure des solutions, parce que eux, ils veulent effectivement le commerce avec les grandes routes de la soie qui sont mises en place, les futures routes de la soie aussi, et les autres routes qui doivent se mettre en place. Donc tant qu'il y a la paix, il y a du commerce. Le jour où il y a la guerre, malheureusement, la Chine n'est pas connue pour être un pays vendeur d'armes. Donc c'est vrai que ça change les données du problème par rapport à d'autres pays qui, eux, sont des vendeurs d'armes, qui ont plutôt intérêt à ce que des guerres se déclarent pour pouvoir faire ça. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez aussi vous inscrire à Mandarin TV YouTube pour suivre toutes nos émissions en replay. Et puis, n'hésitez pas à y laisser vos commentaires. À vos claviers, prêts, écrivez.